Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Vous êtes des millions de par le monde à nous suivre tous les jours du lundi à dimanche sur notre page YouTube et sans oublier nos pages Facebook, Instagram, TikTok et bien d'autres encore. Et nous vous disons tout simplement que les bonnes choses vont démarrer dans les jours à venir. Restez toujours des nôtres parce que nous vous apportons le meilleur de l'information. Et d'ailleurs, cet après-midi, nous parlons justement des journées du panafricanisme du 21e siècle, le 6e congrès panafricaniste. Passons à l'autre bord et bien sûr c'est ça le thème. Eh bien il faut préciser par ailleurs que ces journées du panafricanisme du 21e siècle, le 6e congrès panafricaniste, passons à l'autre bord, se tiendront les 29 au 31 juillet 2022 à la salle des banquets, la Providence, 6 à la rue Koloko Bonapriso, à l'entrée du lycée Mongo Joseph, c'est à Douala au Cameroun. Que ce soit au monde, au niveau du monde, au niveau de l'Afrique et au niveau du Cameroun, le combat panafricaniste, eh bien, connaît des avancées très encourageantes. Et bien sûr, nous sommes en 2022, ça fait exactement 11 ans aujourd'hui que ce combat dure, perdure et change justement les mentalités, éveille les consciences. Au cours justement de ces journées du panafricanisme, 6e congrès panafricaniste, passons à l'autre bord. Eh bien, il y a pas mal de choses qui sont au menu. Il y a pas mal de personnes également et de personnalités qui vont intervenir, même pour mieux comprendre justement la situation. Nous sommes avec la personne concernée, le président Banda Kenny André, c'est lui le président du NMP. Eh bien, il faut bien le préciser, le mouvement populaire. Président Banda Kenny, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn. Maintenant, j'ai dit André, ça vous a fait ticket. Oh non, je n'ai pas de Vous savez, ils ne sont pas nombreux qui savent que vous appelez André. J'assume tout ce que mes parents m'ont laissé. Eh bien, vous savez également que quand on parle d'André, c'est l'un des disciples du Christ. Je n'ai pas ce complexe d'assumer les deux pôles de mon identité historique. Le pôle originel, nègre, et le pôle de la modernité, qui est une construction, qui est un mixage, qui porte la griffe originelle du nègre, qui allait enseigner aux autres, n'est-ce pas, la science, la philosophie, l'architecture, les arts. Bon, ils en ont fait ce qu'ils en ont pu, et ben, ça me revient sous forme de prénom. Alors, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Parce que vous savez, ça se joue ici. Et comment est-ce qu'on va faire pour entrer, pour entrer ici? Deuxièmement, je vais plus loin. J'assume ça. Je n'ai jamais eu honte de mon appartenance au Christ, vous le savez. Je n'ai jamais eu honte. Comment je vais avoir honte quand je sais que le Christ n'est pas une invention occidentale? Je pense que ces informations vont finir par s'imposer. Beaucoup continuent à croire que le Christ authentique, c'est l'Occident, c'est faux. Qu'il y ait eu une occidentalisation du Christ, c'est connu. C'est le catholicisme. Tout ce qu'ils ont raconté, tout ce qu'on a fabriqué autour du personnage qu'on a dit Jésus, on l'a blanchi, tout ce qui s'est passé autour. Ça, c'est clair. Ben, il y a tellement d'arguments aujourd'hui pour démanteler ça. Moi, je parle du Christ authentique, qui n'est pas étranger à l'Afrique. L'Afrique a été le premier continent à construire les éléments constitutifs d'une pensée christique. Bon, maintenant, les autres aspects liés au verbe qui s'incarne sont des aspects purement profonds, personnels, qu'il ne faut pas évoquer ici. Mais je suis fier de revendiquer mon appartenance à Christ. Ça ne fait pas de moi un occidental. Très heureux de vous voir d'ailleurs sur notre plateau et surtout Panafricaniste TV veut bien savoir les journées du panafricanisme du 21e siècle, 6e congrès panafricaniste. Et bien sûr, passons à l'autre bord, nous en parlons. Oui. Je voudrais rajouter tout à l'heure, sur mon propos, que je n'appartiens à aucune religion. Et il faut que ça rassure certains. Oui. Parce que le développement confessionnel et religieux ont leur place. Qui suis-je pour juger la foi des gens? Musulmans, tout ce que vous voulez. Mais j'ai le droit de revendiquer que je n'appartiens à aucune religion. Parce que le Christ auquel je me réfère n'a créé aucune religion. Exact. Il est venu apporter un message, une parole de libération pour tout le genre humain. C'est là où nous on se situe. C'est important. Parce qu'à partir de là, on revendique la laïcité, qui n'est pas une invention des francs-maçons européens. L'Égypte a inventé la laïcité avant tout le monde. On semble oublier. L'Afrique, c'est ce qu'on appelle la laïcité. Bon, les gens semblent l'oublier. Vous voyez, dans la laïcité, nous savons ce que c'est. L'Afrique a été la première terre de la démocratie spirituelle et religieuse. Le polythéisme, ça a connu un développement extraordinaire en Afrique, en même temps qu'on conciliait ça, on articulait ça avec le monothéisme.
Ça fait que l'Afrique est la terre par excellence de la tolérance religieuse, de la cohabitation religieuse, du dépassement religieux pour aller vers ce qu'on appelle un véritable monothéisme qui fonde le fait que les hommes croient au Dieu universel, créateur du ciel et de la terre, père de tous. C'est en Afrique qu'on a vu une première pensée de ce niveau se développer. Revenons justement à ce sujet qui nous intéresse d'ailleurs aujourd'hui, les journées du panafricanisme du 21e siècle, 6e congrès panafricaniste. Passons à l'autre bord. Oui, monsieur Jocelyn, c'était très important. Oui. 11 ans de combat panafricaniste, ça a commencé avec vous. Peut-être qu'il faut qu'on rappelle ça. Vous êtes venu chez moi me chercher à Nebel, vous étiez, toi et Hubert Etundi. Oui. C'est comme ça que l'affaire a commencé. Donc il faut que 11 ans après, on évalue un peu le chemin parcouru. Mais surtout qu'on soit très sérieux en mettant sur la table les fondations idéologiques et théoriques de ce qu'on appelle panafricanisme. Beaucoup de confusion se développe et les pêcheurs en eau trouble en profitent. Je veux dire la France, oui, et les Américains qui ont dit clairement que leur principal ennemi, ce sont les panafricanistes. Ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Voilà. Donc il faut clarifier ça pour que ceux qui veulent investir le combat panafricaniste soient bien armés, reçoivent des outils appropriés pour asseoir leur démarche. Sur le plan théorique d'abord, sur le plan idéologique, avant de voir tous les autres aspects. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est panafricaniste. C'est bien, mais c'est dangereux aussi. Parce qu'on va entendre tout et n'importe quoi là-dedans. Donc le premier thème va consister à clarifier la notion, à dire ce qu'est le panafricanisme et ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Et nous avons fait appel à quelqu'un qui a les compétences pour le faire, le professeur Eric Mathias Onanguini, et qui, indépendamment de ce qu'on peut penser de lui, a des compétences pour le faire. Alors la deuxième articulation, dans cet atelier thématique, il y a un autre sous-thème qui est lui aussi très important. Nous avons observé aussi qu'il y a des divisions, il y a des dynamiques qui visent à nous diviser au front, en essayant de rendre indépassables les différences et les appartenances à divers courants qui se revendiquent du panafricanisme ou pas, mais peu importe, mais qui travaillent pour libérer l'homme noir du joug qu'on a posé sur son cou. Oui. Alors vous avez, n'est-ce pas, l'afrocentrisme, vous avez le kémitisme, vous avez le traditionnalisme, n'est-ce pas, tous ces courants, n'est-ce pas, qui revendiquent un droit fondamental à dire ce qui est vrai par rapport aux nègres. Mais nous disons que nous avons trop célébré les différences. Est-ce qu'il n'y a rien qui nous unit? Est-ce qu'il n'y a pas de convergence? Et à partir de là, une possibilité de synthèse. Alors, on a osé, l'audace de ce congrès aussi, c'est d'oser ça, c'est d'oser. De ne pas cultiver les différences, mais de voir s'il n'y a pas une possibilité de convergence et de synthèse. Alors, on a fait appel à quelqu'un qui est renommé international et qui est connu en la matière, le professeur Binam Bikoy, qui est le directeur exécutif du CROT-là. Donc, la notoriété en matière d'authenticité africaine, de promotion des valeurs africaines est établie. Donc, il va traiter ça. Après ça, il y a une dimension fondamentale du combat que nous devons affronter en ce 21e siècle débutant. Si nous avons suffisamment dénoncé l'Occident et ses valeurs locaux, il faut continuer à le faire, mais en proposant une alternative qui soit supérieure à l'Occident. On n'a pas eu trop de temps à présenter son monde, à démontrer qu'on travaille sur ces choses, même si ce qui est plus visible, c'est la dénonciation, parce que c'était nécessaire. C'était nécessaire, 50 ans après l'indépendance, 70 ans après, 100 ans, 200 ans, 300 ans d'aliénation ont fait que l'urgence était de démanteler les infrastructures mentales qui avaient été établies dans nos têtes et qui faisaient que nous étions des gens qui étaient heureux dans la servitude. Donc personne ne peut remettre en cause le caractère fondamental de la dénonciation. Peu importe les formes que ça prend et que ça prendra. Il faut assumer ça, mon cher Ngo. Mais il est aussi temps, devant les urgences géopolitiques, d'offrir au monde une alternative panafricaniste supérieure à l'Occident, à l'offre de l'Occident. Mais il y a quelqu'un qui travaille sur ces chantiers depuis des années. Il est à Ottawa, professeur Ndongo Mebometa, qui forme des ministres, qui forme des États, qui fait des séminaires pour mettre les États à jour, les dirigeants des États à jour en termes de processus étatiques, en termes d'aggiornamento étatique, en termes
comment on dit ça, de dégagement des processus innovants en matière gouvernementale. Alors, on a eu appel à son expertise. Il va nous proposer les pistes, il va nous brosser le tableau, n'est-ce pas, pour nous faire pénétrer dans le monde de cette alternative-là. Évidemment, dans la perspective panafricaniste. Et il y a donc, à la fin, le 3e jour, il y a le professeur Bellec, le savant, astrophénicien, égyptologue, n'est-ce pas, mondialement connu, qui va démontrer que la planète Terre est un village africain, mais négro-africain. Il est question de recenser toutes les luttes que les peuples noirs mènent dans le monde pour que leur humanité soit reconnue. Parce que jusqu'à présent, on continue à nier notre humanité dans ce monde-ci. Parce que nous sommes des Noirs, parce que nous avons la peau ci. Donc, il va recenser ça et démontrer en quoi la convergence de cette lutte peut être une matrice d'une puissance géopolitique qui peut servir à consolider une solidarité globale des nègres dans le monde. Mais surtout, tirer tout le bénéfice quand même du fait que nous sommes la mère de l'humanité. Oui. Donc c'est ça cet atelier-là. Et à la fin, j'interviendrai moi-même pour expliquer les enjeux stratégiques de l'Afrique dans le monde nouveau. Quels sont ces enjeux, quels sont ces défis en matière de stratégie, c'est-à-dire en matière géopolitique, la capacité pour les Africains dans un monde où la guerre de la puissance est en train de détruire l'humanité, que l'Afrique, n'est-ce pas, propose au monde une alternative à la puissance dans une démarche stratégique supérieure qui pose la problématique du salut du genre humain, mais à condition que les peuples du monde puissent se parler librement, pacifiquement, calmement. Parce que malgré tout, c'est le genre humain qui est en jeu. C'est le genre humain qui est en jeu. Et justement, il y a une autre question qui me revient, parce qu'il faut quand même dire que les téléspectateurs de Panafricanist TV puissent quand même comprendre ce qui se passe. Vous avez dit, passons à l'autre bord. Il faut bien leur expliquer, c'est quoi passer à l'autre bord? L'autre bord, c'est dit que ça fait 11 ans de combat. Oui. Nous avons accumulé des résultats. Nous avons accumulé des résultats, mais qui sont des résultats qui peuvent être récupérés par nos ennemis, oui, si nous laissons le terrain vierge. Vous ne pouvez pas, quelqu'un qui ne peut pas mener un combat, ne peut pas l'implémenter en tant que programme politique et gouvernemental capable de changer l'ordre des choses. Oui. C'est celui qui a mené le combat, qui a eu le temps de se confronter aux enjeux qu'il veut changer, qui comprend les différents aspects, les méandres, n'est-ce pas, gouvernementaux, esthétiques, culturels, économiques, qu'il faut implémenter pour que on passe du bavardage à la réalité. Passant à l'autre bord veut dire que le temps, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Les panafricanistes doivent avoir en perspective, pendant qu'ils luttent contre l'Occident, pendant qu'ils dénoncent l'impérialisme, pendant qu'ils mettent à jour, ils démantèlent, n'est-ce pas, les infrastructures mentales et spirituelles qui nous ont colonisés, qui nous ont fait sous-hommes, pendant qu'ils le font, ils doivent avoir en perspective la prise du pouvoir d'État. Oui. C'est ça, passons à l'autre bord, mon cher Goss. Passons à l'autre bord parce qu'en Afrique, on voit bien ce qui se passe. Au Mali, le Mali nous parle. Le Mali ne restera pas s'il est isolé. Il faut qu'il y ait plusieurs Mali sur le continent africain, d'une manière ou d'une autre. Il faut ça. Parce que le Mali est isolé, on va l'étrangler. Mais comment le Mali ne sera pas isolé? S'il n'y a pas des Assimi Goïta ailleurs, des Choguel Malagasy, c'est-à-dire des gens qui disent qu'on peut prendre le pouvoir. C'est ce qui est arrivé à Assimi Goïta. Lorsque Akidal a constaté comment on avait interdit à l'armée de son pays d'entrer. Il a dit, mais moi j'ai un chef des armées. Il s'est retourné vers le chef des armées, un certain Ibeka. Mais il n'avait rien à lui dire. Il dînait avec l'ennemi. Et son fils volait l'argent consacré à l'armée. Assimi Goïta a été obligé de régler un problème pour lequel il n'avait jamais été formé. Diriger l'État et sauver le pays. Ce jour-là, l'homme militaire est devenu un homme politique. Nous sommes tous confrontés à ce genre de défis partout en Afrique, les panafricanistes. Nous tous, si on est sérieux. Donc, on ne peut plus faire l'économie d'une sérieuse réflexion et d'une sérieuse décision visant à prendre le pouvoir d'État. Parce que ceux qui sont là, ils n'ont pas 6 pieds, ils ne sont pas mieux que nous. Si c'était mieux que nous, on n'existerait pas. C'est de cela qu'il s'agit, passant à l'autre bord. Passant à l'autre bord veut dire qu'il y a une dimension que moi j'assume dans le document qui a introduit ce congrès, c'est la dimension géospirituelle.
J'allais justement venir à cette Oui. dimension géospirituelle, parce que Allez-y. vous en parlez d'ailleurs depuis plusieurs années aujourd'hui, Oui. et vous dites quelque part qu'on ne peut pas combattre sans penser justement spirituel. Oui, c'est-à-dire que l'humanité n'est pas tombée du ciel. L'humanité n'est pas un hasard. Oui. Indépendamment des théories aventuristes de l'évolution pour l'évolution. Je parle français. L'évolution pour l'évolution. En dehors des théories qui ont voulu nous faire croire que nous sommes un hasard et que l'univers c'est un Big Bang hasardeux, accidentel, et qui va aussi disparaître comme ça par accident. La science matérialiste aujourd'hui a été coincée, où elle a été obligée d'admettre l'existence de Dieu sur les bases de la rationalité scientifique matérialiste. Oui. J'ai le livre, on l'a acheté. On l'a ensemble. On Oui, était ensemble. comment nous a apporté ce livre? Oui. Qu'on fait tout, n'est-ce pas, pour mettre sur le boisseau. Nous l'avons. Donc, même la science matérialiste est arrivée à l'idée que non. Il est aujourd'hui scientifiquement démontré que Dieu existe. Dites-le à ceux qui nous écoutent. Nous avons l'obligation de le leur dire. Nous avons le livre là. Où les arguments de la science matérialiste sont mobilisés pour prouver l'existence de Dieu. On a donc franchi un pas. Mais si la science même matérialiste revient de ses illusions athéistes, mais comment nous qui avons cru sans les arguments de la science, c'est maintenant qu'on va se taire. Non. La géospiritualité consiste à affirmer simplement que l'univers n'est pas un hasard et qu'il y a un grand architecte. Il y a un Dieu, le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre. Quand on dit qu'il a créé, nous savons très bien qu'il y a des thèses qui disent que l'univers n'est pas créé, tout en admettant l'existence d'un Dieu, qui le disent. Le débat n'est pas à ce niveau. Nous parlons un langage que tout le monde peut comprendre. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. L'univers est un, c'est un tout. Et ce que je dis là, c'est ce que les savants égyptiens ont développé il y a très très longtemps à l'époque. Très longtemps à l'époque, des millénaires. L'unité du tout, le tout. Si c'est l'unité du tout, mon cher, ça veut dire que tout ce que nous faisons sur la terre, on n'est pas isolé. Et que si l'univers est contrôlé, c'est une chance. Qui nous met en relation avec toutes les puissances organisées qui gouvernent le monde et qui donne du sens à l'existence, non seulement de l'être humain, mais de toutes les choses. Cette existence a un sens. Oui. Nos parents, nos traditions, nos cosmogonies nous ont appris que, mon cher gosse, il faut faire le bien. Il ne faut pas être de côté du mal. C'est ce qu'on nous enseigne depuis très longtemps. Cette longue inspiration donne le sens de la vie matérielle sur Terre, donne le sens de l'existence. On ne fait pas du mal. La Mahat enseigne ça de manière radicale en dégageant les principes qui sont arrivés à nous à travers les 10 commandements, tout ce que vous voulez. Tout ça. Vous voyez tout ça? Dans la géospiritualité, c'est cette confiance-là dans la rationalité de l'action de ce Dieu universel qui ne peut pas rester insensible au sort de ses créatures. C'est ça la fondation. C'est-à-dire, le Dieu créateur du ciel et de la terre ne peut pas être insensible au sort de ses créatures. En dernière instance, c'est-à-dire quand ceux-ci ont épuisé tous les armes qu'ils ont à leurs mains, Dieu ne peut pas rester insensible à leur existence. Sinon, d'où nous vient l'amour de nos enfants? Ça nous vient d'où? Pourquoi nous sommes parents? Ça aussi, c'est l'accident. Alors, ce n'est pas la vie. Ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. Donc, sur cette base-là, nous fondons la foi et nous la rendons rationnelle en géopolitique. Nous la rendons rationnelle dans le champ de l'affrontement des nations, le champ historique. Et ce n'est plus un Dieu religieux dont nous parlons. Nous analysons l'ensemble des lois morales, des lois morales, des lois cosmogoniques, des lois spirituelles que nos parents nous ont enseignées. Nous analysons ça et nous dégageons, n'est-ce pas, la puissance de Dieu, sa puissance, qui, quand certaines conditions sont réunies, est au-dessus de toutes les puissances qui existent. Et savoir donc interconnecter, n'est-ce pas, une dynamique géopolitique à cette dynamique spirituelle, c'est la géospiritualité. Jusqu'à preuve de contraire. Je ne fais qu'effleurer le sujet. Oh ben vous savez, vous pouvez toujours approfondir, on a tout le temps. Jusqu'à preuve de contraire, on sait également que le panafricanisme, c'est aussi une occasion de dire à la terre entière, à tous les hommes d'ailleurs qui sont sur terre, de vivre en harmonie ensemble, mais également avec la nature. Nous franchissons un pas. Qu'est-ce que nous appelons panafricanisme du XXIe siècle?
nous assumons tout ce que les Garvey, les Webb Dubois, les Anthony Firmin, les Patmon, tous ces grands noms du peuple africain, les Nkrumah, on assume tout ça. Mais qu'est-ce que nous on apporte? Deux choses. D'abord, nous disons aujourd'hui que dans un contexte mondial où c'est l'affrontement des États-civilisations qui va guider la géopolitique mondiale dans les années qui viennent, l'Afrique doit se référer à l'Égypte antique et à ses antiquités historiques, les grands empires, tout ça. Exact. Vous voyez, à partir de là, le panafricanisme va au-delà des années 1900, va au-delà des pères fondateurs du berceau haïtien, Anthony Firmin qui répondait au comité de Gobineau sur sa théorie sur l'inégalité des races, et Firmin qui lui a fait un coup pour dire que tu es un parfait ignorant. Ça n'existe pas, n'est-ce pas? Et à partir de là, il y a les fondations théoriques, scientifiques et historiques du panafricanisme. Il faut aller au-delà. Convoquer l'antériorité des civilisations nègres, l'antériorité de l'Égypte antique pharaonique, comme initiatrice des autres expériences historiques occidentales et tout ce que vous voulez. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on a une profondeur historique extraordinaire qui va au-delà des prédécesseurs. Maintenant, on va plus loin. 21e siècle, parce que nous comprenons que le nègre n'a pas de salut quand il s'extrait du genre humain. Le genre humain, c'est le nègre. C'est lui, l'empreinte du genre humain, c'est une empreinte nègre, le genre humain. Mais si le nègre cesse, n'est-ce pas, de prendre en charge la question du genre humain, il se divise et il est faible. Il se réunit. Oui, il se réunit, on peut le dire, il se réunit. Donc, la prise en charge de la spécificité de la situation nègre dans le monde n'est pas incompatible, au contraire, n'a de sens que si en même temps il concilie l'exigence de la libération du genre humain. Le panafricanisme du XXIe siècle, quand il porte cette espérance, quand il porte cet engagement, et le met sur le toit des enjeux de la géopolitique mondiale. Et à partir de là, quel est le continent qui a pensé ça? Tous les géopolitiques du jour, actuellement, c'est la géopolitique de l'affrontement. C'est la guerre des puissances. La limite est tracée. C'est l'effondrement nucléaire de l'humanité. C'est la destruction du genre humain. Alors, il faut une alternative. Ça ne peut venir que du continent et du peuple le plus vieux de la Terre, qui a accumulé la sagesse la plus ancienne de la Terre et qui, à partir de là, peut se projeter et dire, écoutez les enfants, c'est bon, nous avons à dire. On vous a laissé pendant 600 ans faire certaines choses. On a même vu le monde passer avant 600 ans. Fort de l'ancienneté de notre âge historique, voici l'histoire du genre humain telle qu'on ne vous a jamais racontée. Voici l'histoire des peuples telle qu'on ne vous a jamais racontée. Il est temps qu'on se donne la main pour bâtir cette civilisation de l'universel. Je fais que de prendre à ma manière les thèses du professeur Cheikh Anta Diop, le grand maître de thèse. Le rendez-vous de l'universel. C'est le défi de la géopolitique mondiale. Et je pense que personne mieux que l'Afrique ne peut être en première ligne pour porter cette exigence. C'est par là que part le salut du genre humain. Cheikh Anta l'a dit, civilisation ou barbarie. Mais quand il parle de civilisation, ce n'est pas seulement l'affirmation de l'antériorité de la civilisation africaine ou négro-africaine. Il parle de la civilisation universelle. Et c'est pour ça que je dis, je me considère diopiste quand je reprends à mon compte, n'est-ce pas, le testament du maître en la matière, là. Il a dit, ça c'est son héritage, là. Civilisation ou barbarie. Le défi est placé devant l'humanité. Quand vous voyez les dynamiques génocidaires à vocation universelle, à travers le vaccin, à travers les data-démocratie, à travers le grand reset, c'était son public. Allez lire ça, allez lire Davos, Klaus Schwab, dont le père était un confident d'Hitler. Il est dans le renouvellement de la pensée nazie sans aucun problème. Mais devant tous ces thèses-là, on est obligé de penser genre humain. Donc l'Afrique aujourd'hui, au XXIe siècle, est au cœur de tout, de la géospiritualité, de la géostratégie, de la géopolitique, pour que le monde change. C'est le carrefour. D'ailleurs, regardez la ruée vers l'Afrique. Sommet Ruisseau Afrique bientôt. Mais la meilleure, vous connaissez la meilleure? Le sénile en chef programme aussi un sommet Afrique-Amérique. Après avoir fait voter une loi où il nie notre humanité. Ça ne vous dit rien, mais est-ce qu'il y a un dérèglement plus grand que ça? Il est complètement déréglé. Tu veux parler avec quelqu'un, mais tu dis d'abord accepte que tu es esclave et je t'invite chez moi. Joe Biden. Mais des trucs comme ça dirigent le monde.
Vous croyez que le monde-ci n'est plus précieux pour qu'on laisse dans les mains de Joe Biden, de l'histoire qui est au Canada, des gens comme Macron? Mais le débat, il est là. Mais c'est parce que l'Afrique ne parle plus fort. Justin Goss. C'est parce que nous parlons plus fort. C'est parce que nous tremblons pour assumer véritablement notre vocation à protéger le genre humain, parce que c'est nous qui l'avons engendré. C'est de cela qu'il s'agit. Que Joe Biden ne comprenne rien à l'humanité, c'est naturel. C'est trop lui demander. Que M. Trudeau ne comprenne rien à la vie et pense qu'il faut transhumaniser la vie, c'est normal. Que l'histoire qu'on appelle von Leyen là ne comprenne rien à la vie, c'est normal. Maintenant que le Jupitérien est devenu Vulcain, c'est normal. Il marche partout avec les incendies. C'est-à-dire que Vulcain incendie tout. Ce ne sont pas dévastation, désolation. C'est ça, Vulcain. Mais on peut comprendre ça. Mais que l'Afrique ne puisse pas assumer sa responsabilité au-delà de l'histoire, de veiller sur le genre humain, ça c'est incompréhensible parce que c'est son histoire. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, alors, nous avons fait une innovation. Oui. Il y a la dimension économique de ce congrès. Vous l'avez peut-être pas emporté par l'approfondissement des thèmes. Oui. On a oublié cet aspect qui est l'aspect économique. Nous avons décidé de valoriser les entreprises parapubliques qui s'inscrivent d'une dynamique panafricaniste, c'est-à-dire une dynamique de performance, tout en gardant des valeurs. Et le quoi de symbolique que le port autonome de la Douala et la CMPS qui s'occupe des personnes âgées, la sagesse africaine. Vous voyez, donc on a décidé de demander qu'elles viennent nous éclairer sur leur les secrets de leur performance. Et ainsi on valorise ça devant le monde entier. Il y a le volet culturel. L'Afrique, quand il a fini de penser et de bien penser, il danse. Il danse mieux que tous les autres. On sait danser. Tout le monde le sait. Bon, d'autres veulent l'imiter, ils n'arrivent pas. Nous, on sait danser. On sait rire, on sait s'amuser. Il y a la dimension culturelle que nous avons prévue durant l'événement, qui est coordonnée par le grand maître Toto Guillaume, qui va nous donner des conseils, qui va nous encadrer à travers un orchestre où il y aura l'occasion, où on va articuler le rire, la danse, le rythme et la pensée. En se démarquant par cela de M. Senghor, qui a dit que la pensée était Hélène et l'émotion nègre. Il s'était trompé. Le nègre a réconcilié la pensée et l'émotion. Merci à vous, Président Balakani, d'avoir été les nôtres ce matin. C'est moi qui vous remercie. Et on espère tout simplement que ce sera une très belle fête. Puisque vous serez là, en première ligne. En première ligne. Et vous également qui nous regardez tous les jours sur notre chaîne de télévision Panafricaniste TV, vous êtes invités justement à ce 6e congrès panafricaniste. Passons à l'autre bord, prévu les 29 et 31 juillet prochains. Oui, nous vous attendons très nombreux. Et je reprécise encore la date du 29 au 31 juillet 2022 à la salle des banquets. La Providence, 6 à la rue Koloko à Bonapriso, l'entrée lycée Mongo Joseph. C'est à Douala au Cameroun. Vous êtes très nombreux, vous êtes attendus justement. Et peut-être avec la grâce de Dieu, nous vous donnerons justement les éléments au cours de ces 3 journées qui seront très bien animées. Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.